Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Salut tout le monde. Bonjour. Voilà, on fait cette vidéo parce qu'on s'est rendu compte que ça fait 2 fois qu'on te parle de notre camping-car et on t'a pas vraiment expliqué ce qui se passe avec lui. Donc notre camping-car, il est pour le moment en panne et c'est la raison de notre présence au Portugal maintenant. Et c'est aussi la raison pour laquelle on n'est toujours pas parti en tour du monde. Le premier point à aborder avec notre camping-car, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi un camping-car. Quand on a décidé de partir en tour du monde, enfin qu'on a eu le projet, c'était il y a un peu plus de 5 ans. On a réfléchi, on s'est documenté, on a regardé beaucoup de youtubeurs, on a regardé sur Facebook, on a suivi les aventures d'un nombre considérable de familles pour définir quel était notre besoin à nous et à notre famille, mais aussi à notre bourse, parce que c'est pas, enfin, on ne peut pas tout se permettre non plus. Donc il y a eu un moment où on s'est rendu compte que on a 5 enfants. On est 5. On est 5. On est 5, pas 5 enfants vraiment. Donc on a 3 enfants. Et on voulait un lit pour chaque enfant. C'était quelque chose d'important pour nous parce qu'on estimait que chaque enfant devait avoir un espace à lui dans, au final, un petit véhicule. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à regarder pour des camping-cars avec 3 lits, mais on s'est rendu compte que ça n'existait pas. On a ensuite rencontré un professionnel de notre région, avec qui on a abordé notre problématique, à qui on a demandé, auquel on a posé beaucoup de questions, on a demandé des choses vraiment très spécifiques, et lui nous a tout de suite orienté vers un camping-car poids lourd. On va dire milieu des années 90 idéalement, parce qu'il n'y a pas trop d'électronique au niveau de la motorisation, et quelque chose un véhicule éprouvé, et qu'on puisse l'aménager à notre guise si c'était pas déjà avec 3 lits. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé nos recherches. On a vu beaucoup de camping-cars, beaucoup de camping-cars qui ne correspondaient pas à nos critères. On a eu un premier coup de cœur après une visite pour un camping-car. Malheureusement, le camping-car il faisait 6,20 m de mémoire, ou 6 mètres de longueur. Et on s'est rendu compte qu'une fois qu'on est arrivé dedans, en devant faire les aménagements pour les enfants, on n'y arrivait pas. On a vu, à part ça, oui, beaucoup de camping-cars. On a été voir, il y en a même. Je passais juste devant, je regardais, je m'arrêtais parce qu'ils étaient à vendre, ou je reprenais l'adresse, j'allais voir. Très vite, c'était toujours, non, ça va pas correspondre, c'est trop petit. On a été en voir aussi qui étaient dans des états où ils étaient en morceaux, les camping-cars. On rentrait dedans, il y avait tout le potentiel, tout ce qu'on recherchait, mais alors par contre, c'était pas un travail qu'on espérait à ce moment-là. Et puis finalement, un jour, on est tombé sur une annonce, je crois que c'est sur Marketplace de mémoire, et le camping-car avait l'air en bon état, il faisait 8,50 m, il était milieu des années 90, il rencontrait tous nos critères, il était vieillot, donc on savait qu'on allait devoir faire des travaux, on va dire, de rafraîchissement, plus d'aménagement pour les 3 lits des enfants. On fait un premier contact et ça se passe pas du tout bien. Oui, au départ, j'envoie un message et j'ai jamais de réponse. Donc c'était sur Marketplace puisque c'était via Messenger. Tu insistes? Et j'insiste, mais sans vraiment insister non plus. Je veux dire, on n'aime pas d'insister. C'est pas vraiment dans notre manière d'être. Donc voilà, on envoie un premier message, pas de réponse. On envoie un deuxième message. Et puis là, c'est toi qui... Oui, puis on laisse passer quelques jours. Hein. Et si je me rappelle bien, toi tu partais en Équateur pour des raisons privées pour une dizaine de jours. Et on en reparle de ce véhicule, on se dit c'est quand même bête, c'est dommage, il correspond à ce qu'on a besoin. On retente. J'envoie moi un message cette fois-ci. La personne me répond, me dit en plus dites c'est pas vous, votre épouse qui m'avait contacté. J'étais noyé sous les messages, je lui ai pas répondu. Et donc là, le premier contact se fait. Donc je lui demande si je peux venir visiter le véhicule. Il me dit oui, quand vous voulez, tout est disponible. Et je décide d'aller faire une première visite un peu à l'improviste parce que j'étais en congé à ce moment-là.
Et donc je débarque à l'improviste, je fais la première visite, le véhicule démarre au quart de tour. Bien sûr, à ce moment-là, je ne vais pas lui dire tout de suite, je le prends, je l'achète, c'est une décision qui est trop lourde à prendre tout seul. Donc je lui explique que Anaïs étant en Équateur à ce moment-là, qu'on ne prendra pas de décision avant son retour. Il me dit que c'est pas de souci pour lui, qu'il aura sans doute d'autres personnes qui viendront le voir, mais qu'il veut bien retenir sa décision jusqu'à notre deuxième visite si on ne tarde pas trop. Et donc on fait la deuxième visite. Avec les enfants. Avec les enfants, c'est important. Et là, c'est le coup de cœur, on va dire, familial. Ouais, on avait les enfants qui étaient tout fous, qui couraient partout. On avait l'impression qu'ils se sentaient déjà chez eux, en fait, dans ce véhicule. Et puis moi qui suis, mais comme je l'avais déjà dit dans la première vidéo, je suis assez sensible aux énergies et tout de suite j'ai fait des yeux à Nico, c'était celui-là. Et je savais pas pourquoi, mais c'était celui-là. Oui, donc on s'est décidé en fait sans se consulter, sans prendre de temps, on s'est regardé, on s'est dit oui, on va acheter un camping-car, oui, on va acheter un camping-car. Et c'était, je crois que 10 minutes après, on s'est retrouvé dans son bureau, on a conclu l'achat, et lui la vente fatalement. Et voilà. Alors, le deuxième problème, c'est que c'est un véhicule poids lourd et qu'à ce moment-là, aucun de nous deux n'a le permis de poids lourd. Donc ça, on lui explique gentiment. Donc on lui paye le véhicule. On lui dit on peut pas le rapatrier nous-mêmes. En plus, on n'a pas de plaques. Avoir des plaques pour des camions, enfin des poids lourds, c'est pas évident. Il nous dit que c'est pas grave, qu'il veut bien le garder chez lui. Le véhicule, c'est un véhicule qui était dans un entrepôt avec d'autres véhicules de levage, à son activité professionnelle. Donc pas de problème. Puis le temps passe, puis je leur contacte, dites est-ce que c'est possible que le véhicule, je revienne le voir. J'y suis retourné le voir pour prendre des premières mesures et commencer nos travaux. Puis le temps passe, en fait, nous on n'a pas avancé sur nos permis à ce moment-là. Ça c'est une chose. Et lui m'avait dit qu'il pourrait venir nous l'amener, parce qu'il avait tout l'équipement pour nous amener le camping-car. Puis les choses se faisant, ça traîne, pas disponible, et il a son activité professionnelle à faire tourner, puis nous on est aussi dans les fêtes de Noël, ça traîne, et puis au final, un moment on en a marre, on veut ce véhicule, et donc je le pousse un petit peu, et il nous livre le véhicule pour l'anniversaire d'Anaïs, pour qu'on puisse avoir la surprise. Et là, c'est l'euphorie familiale. Une grosse surprise. Alors, je suis pas encore très pro pour faire des vidéos. Hein. Nico me dit, alors il est beau par message. Et en fait, ce que je n'ai pas vu, c'était ça. Regardez un peu qui est arrivé à la maison. Je ne sais même pas ce que c'est que oui. Camping-car. Les hurlements terribles font venir les nuages. Le ciel devient de plus en plus sombre. Bientôt un orage éclate. Une grosse surprise, une surprise pour Anaïs, une surprise pour les enfants. Puis pour nous, c'est surtout le début de ce qu'on va enfin pouvoir faire. C'est la première concrétisation. Et donc, à partir de ce moment-là, commencent les premiers plans sur le camping-car. Et on va pas vous mentir, tout de suite on repère des choses qu'on n'avait pas repérées lors de la visite. Alors, on avait repéré de l'eau dans la capucine, mais il y avait un trou parce qu'il y avait un engin avec une fourche qui était rentré, qui avait fait un trou dans la coque, à la hauteur de la capucine, et donc on savait qu'on avait ce trou-là à réparer. C'était tout à fait dit à l'achat, on le savait. Tout était dit, cette partie-là était dite à l'achat, et donc l'eau qui était là, on avait soupçonné que ça venait de ce trou-là, et puis on rentre donc la première fois dans ce camping-car, et moi je me rappelle, un des premiers réflexes, c'est d'aller voir sous les fenêtres et de mettre mon doigt. Et là, c'est mou. Alors que c'est censé être une paroi dure. Et donc là, on se rend compte que on a des petites taches d'humidité un peu sur toutes les fenêtres. C'est pas trop grave parce que on se dit c'est pas un petit peu de travail, un peu de réparation et ça va aller. On commence, on va dire, le premier nettoyage du véhicule. Donc le véhicule, il était... on vous met les images avec une belle carpette bleue, du tapis plein bleu... à l'ancienne, typique des années 90. On commence à l'enlever, on commence à enlever le papier peint à certains endroits qui à cause de l'humidité s'enlevait, donc on commence à l'enlever directement nous-mêmes, et à ce moment-là on se rend compte que c'est du bois qui vient avec. Il y a du contreplaqué qui vient avec, que le mur est vraiment beaucoup plus mauvais état,
euh, sous les 2 fenêtres de la salle de séjour. D'abord, on en repère une. Ouais, on en Parce que repère d'abord, une. on en a vu une et pas l'autre. Ouais, d'abord, On a- pensait que l'autre était bonne. Et à l'arrière du véhicule. Et à l'arrière, qui sera donc la chambre des enfants. Donc à la base, enfin je pense, hein, si je me trompe pas, c'était comme ça. Et puis après... Et celle à l'arrière était visible dès le départ, donc celle-là on était au courant que sur la fenêtre arrière il y avait une coulée, donc c'était pareil, c'était quelque chose qu'on avait vu plus ou moins et qu'on acceptait. Puis bah, lors du démontage, bon, on s'est rendu compte que la fenêtre parce qu'on a démonté le meuble de la toilette, vu qu'on voulait changer la toilette de toilette chimique en toilette sèche, on a démonté le meuble de la toilette qui était assez... qui nous plaisait pas, on va le dire comme ça. Et on s'est rendu compte que la fenêtre de la toilette était complètement pourrie. Donc on s'est retrouvé avec la fenêtre de la toilette. toute la chambre des enfants, toute donc la les chambre. 3 fenêtres arrière. Donc là on a commencé à tout enlever et à gratter. Et là très vite on s'est rendu compte qu'on se lançait dans ce qu'on aurait bien voulu éviter. Un petit coucou à la Smala, on s'était dit jamais comme vous. Donc là on fait un premier bilan qui est de se dire soit on s'est fait avoir, soit on n'a pas bien regardé, c'est notre faute. Mais maintenant, est-ce que le véhicule il est sain? Et donc on fait appel à des personnes qui ont déjà vécu dans des camping-cars, qui ont déjà rénové des camping-cars. Ils arrivent et eux, 2 choses qu'ils regardent, le principal c'est le toit, le sol. Ils me disent le toit, le sol il est bon, les parois ça se refait, c'est un peu de travail mais ça se refait. Par contre, notre véhicule était dehors, donc il nous dit là faut enlever les fenêtres, faut tout ouvrir en grand. La capucine était dans un état beaucoup plus crapuleux que ce qu'on avait estimé. Donc on décide de bouger le véhicule dans un hangar. Ça va avoir pour conséquence que le véhicule va plus être devant chez nous. Et donc chaque fois pour aller travailler sur le véhicule, il va falloir se déplacer, on n'aura pas toujours tous les outils. Aller tous les deux, ça devient compliqué parce qu'on a les enfants à gérer. Alors, on l'a essayé au début d'aller tous les deux. Et en fait, le hangar est proche d'un carrefour. Et même si c'est dans un petit village, c'était pas possible en fait de travailler tous les deux parce qu'il fallait avoir un œil sur les enfants. Ils sont quand même encore petits. Et donc, voilà, ils ont maintenant 7 et 5 ans. Et donc, je pense qu'ils avaient 6 et 4, et peut-être même pas. Et donc, c'était compliqué. Quand on arrive dans le hangar, on commence les travaux. C'est surtout de l'arrachage, du nettoyage. On recrée la structure qui a été abîmée. On renforce, on remplace les bois moisis par des nouveaux. On remet de l'isolant, on mousse. On enlève les fenêtres, on les remet avec des joints plus propres. C'est un travail qui va nous prendre... en fait, on est rentré fin mai dans le hangar, on est ressorti en janvier. Et entre les deux, on aura refait toute l'étanchéité extérieure du véhicule et le gros œuvre intérieur. On ramène finalement le véhicule chez nous à la maison. On commence enfin, on va dire, les travaux en famille. Je crois qu'il me restait juste un lanterneau à mettre. Et j'ai remis encore une couche de produits sur le toit pour être sûr de l'étanchéité. Et puis voilà, c'est les peintures intérieures, la pose du parquet, la création des meubles de la toilette pour la toilette sèche, plus les meubles intérieurs. Donc là, on est vraiment dans du concret. On arrive sur des très chouettes choses. Avant, c'est visuel aussi. Et puis, on fait venir un professionnel pour nous aider avec nos appareils techniques, donc le chauffage, le chauffe-eau, l'électricité. Le chauffe-eau, il avait plus démarré depuis longtemps, il était bourré de calcaire. Quand il l'a mis, il a tout de suite sauté. Le chauffage n'était pas en super bon état, donc on décide de changer. Et la centrale électrique, c'est un vieux modèle. Avec les nouvelles batteries qu'on a achetées, on pense pas que ça va passer. Donc sur ça, on nous conseille d'acheter du nouveau matériel, ce qu'on fait. Et ce qu'on se dit aussi qu'on va faire à ce moment-là pour gagner un peu de temps, vu qu'on en perd, c'est qu'on va faire l'entretien du véhicule. Et lui nous conseille. Lui nous demande de vérifier l'état du véhicule avant de faire les achats pour tout l'intérieur, toute la technique intérieure. Oui. Parce que voilà, c'est quand même un achat qui est conséquent. Et donc, avant de faire l'investissement, voilà, il nous conseille vraiment de vérifier ce qu'on fait. Et donc, c'est comme ça qu'on emmène le camping-car au garage. On amène le camping-car dans un premier garage.
où eux doivent faire un état des lieux de ce qui a changé. Parce qu'on avait des craintes sur la suspension, des craintes sur différentes pièces. Et au final, c'est pas le cas. Eux, ils vérifient, ils nous disent que l'état du véhicule est bon. Il y a des petits travaux à faire dessus. Mais il n'y a rien de grave. Le véhicule ressort du garage avec un rendez-vous. On a 2-3 semaines de délai entre les deux, donc on continue nos aménagements pendant ce temps-là. Moi, je change notamment les lampes qui sont en extérieur au-dessus de la capucine, des petites lampes oranges par des LED. Et pour les vérifier, je dois démarrer le véhicule. Donc je démarre une fois, 2 fois le véhicule. Il n'y a aucun souci, il démarre sans problème. Je crois que et ça, c'était le samedi ou le dimanche. Le contrôle technique est le mardi. Le rendez-vous. Le rendez-vous au garage, pardon. Et le mardi, on démarre le lundi soir parce qu'on voulait l'amener déjà le lundi soir. Le véhicule ne démarre pas. On stresse, on se dit que c'est peut-être un problème de batterie parce qu'on a démarré plusieurs fois le week-end. On met les batteries en charge. Donc, le mardi, donc quand on veut démarrer, plus moyen de démarrer. Le véhicule ne démarre pas. Et donc à ce moment-là, on appelle le garage et... Eux disent qu'ils ne sont pas en mesure de nous aider parce que s'ils ont peur que si c'est pas un problème de batterie, c'est un problème mécanique et que c'est de la mécanique américaine, eux ils font pas, ils veulent bien nous aider pour faire l'entretien, mais nous dépanner dans ce cas-là, ils ne savent pas. Donc là c'est un peu la soupe à la grimace. On fait des recherches, on trouve un garage spécialisé camion, alors ça a toute son importance parce qu'on a eu des garages qui étaient très bons mais où ils n'avaient pas les outillages pour lever le véhicule et donc ils voulaient pas s'en occuper. Donc on trouve un garage camion qui en plus a déjà, de leur dire, travaillé sur des véhicules américains, pas très loin de chez nous. Seul problème, il faut remorquer le véhicule jusque chez eux. En fait, le mécanicien vient sur place pour faire le dépannage. Il reste 3 heures et avec 3 allers-retours sur le temps où il était à la maison. Et où il m'explique que lui a le même moteur et donc voilà, que c'est quelque chose qu'il connaît. Il a aussi un véhicule avec ce moteur-là, sauf que c'est un essence. Alors moi je comprends pas trop l'importance de la différence diesel-essence et je rencontre quelqu'un qui est très dévoué et qui fait 3 allers-retours sur sa matinée pour essayer de dépanner. Et qui a priori ne me facture rien puisqu'ils ne sont arrivés à rien. Il me dit juste vous pouvez le dépanner et il faut qu'on s'en occupe au garage parce que ici j'ai pas les outils pour le faire. Grosse décision. Parce que le prix du remorquage pour 10 km. 12-13 km, c'est hallucinant. Donc mais on décide quand même de le faire parce que quoi qu'il arrive, ce véhicule, il faut qu'on avance avec. Donc on le fait remorquer dans ce garage, puis il arrive chez eux, ils doivent faire leur travail. Puis il y a 1 semaine, 10 jours qui passent, pas de nouvelles. Là je m'inquiète un peu, on leur téléphone au garage, on dit écoutez, nous le temps passe, on a un objectif de partir fin novembre. Et on avait un rendez-vous pour le contrôle technique aussi, puisqu'on est obligé de passer un contrôle technique pour pouvoir faire la demande de plaque. Et donc, il y avait tout ça, tout le temps qui avançait et qui commençait doucement à nous stresser. Et entre-temps, on a vendu la maison. Parce qu'à partir du moment où nous, le véhicule n'avait pas de problème, tout fonctionnait, on avait un timing, on a accepté une offre de vendre la maison, donc on avait sorti la maison. Donc, on arrive fin août, et là, le stress monte parce que le véhicule est en panne, ça fait 10 jours qu'il est au garage, j'ai pas de nouvelles, j'appelle le gars. Oui, écoutez, j'ai cherché pendant 4 heures. Ok. J'ai pas encore trouvé. Vous pensez encore chercher? Oui, je vais encore chercher. Ok. Il me rassure, on va dire. Et puis le temps passe, on est encore sur une nouvelle semaine. Un jour je rappelle, mais j'ai pas encore trouvé, mais je ne connais pas parce que je m'étais pas rendu compte, votre moteur c'est un diesel, moi je connais les essences. D'où la problématique essence-diesel. Et qu'est-ce qu'on peut faire? À ce moment-là, il nous dit, écoutez, clairement, nous on veut bien essayer de continuer, mais si vous avez quelqu'un de compétent, vous pouvez faire appel à lui. Nous, le garage, il est ouvert. Vous venez même quand on est là ou quand on n'est pas là, on s'arrange pour venir l'ouvrir. Mais voilà. Et donc, en fait, il y a un message qui est ambigu de leur part parce que c'est on va s'en occuper, mais si vous avez quelqu'un, c'est mieux. Ouais. Et du coup, on est un peu entre deux. Nous, on a trouvé des personnes volontaires qui pouvaient nous aider, mais alors elles n'étaient pas disponibles physiquement avec nous. Donc, elles ont... Ce qu'on a d'abord fait, c'est mettre 2 personnes très qualifiées en véhicule américain diesel, dont
une personne, Alex, qui a exactement le même véhicule que nous, en contact avec le mécano. Donc moi j'ai créé un groupe WhatsApp à l'époque, je les ai mis ensemble. Et en fait, il n'y a pas eu d'échange. Et donc j'ai rappelé le mécano, je lui ai dit écoutez, j'ai créé un groupe pour vous, posez vos questions. Lui, il peut vous guider à distance. Il n'est pas disponible en Belgique, il n'est pas à côté, mais il devrait pouvoir vous aider. Et là, il n'y a pas de discussion qui se fait. Donc on commence, nous, en termes d'énervement déjà à monter. Ça fait plus d'un mois à ce moment-là que le véhicule il est là et on est à 0 avancé. Et ça va traîner en fait comme ça pendant des semaines. Toi tu viendras avec un autre mécanicien, vous essayerez vous-même de trouver les réponses et eux ils vont pas aider. Et nous, à un moment, on arrive après 10 semaines de véhicules sur place à se demander qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Et alors là on contacte un garage spécialisé en véhicules diesel américains. Je les appelle parce que donc de fil en aiguille, je passe 2 jours de mécanique à distance, donc avec Alex et avec un autre ami qui devait venir, mais qui habitait à Arlon. Et pas de bol, le jour où il devait venir ou quelques jours avant, il se casse le genou et donc malheureusement il ne sait pas venir. Mais en attendant, ça faisait une semaine qu'on attendait qu'il vienne. Et moi j'avais été passer 2 jours avec les enfants sur place. Et donc de fil en aiguille, je comprends qu'il faut une valise mécanique pour faire un check du moteur et que cette valise nous permet de savoir quelle pièce ne fonctionne plus. Mais alors, donc je trouve, alors à ce moment-là, ce garage, et très naïvement, j'ai demandé à ce garage au téléphone s'ils pouvaient me prêter leur valise, voilà, s'ils seraient d'accord de nous prêter la valise. Et très clairement, au téléphone, ils rigolent un peu en me disant, ben non, elle vaut 5 000 €, clairement, ça part pas de chez nous. Et donc, du coup, à ce moment-là, on essaye de trouver un arrangement pour que eux s'occupent de notre véhicule. En leur expliquant toute notre problématique actuelle, qu'on est sur le point d'être à la rue, que c'est notre véhicule pour partir en tour du monde, qu'on est très pressé, qu'on comprend qu'on va arriver avec un véhicule en panne chez eux et qu'on leur demande de le prendre en urgence. Ce qui n'est pas toujours cool parce que eux, c'est des professionnels, ils ont toujours une liste de véhicules sur lesquels à travailler et d'autres clients aussi à satisfaire. Mais ils acceptent, ils sont assez positifs et enthousiastes. On règle la question du transport, c'est aussi une question importante. Donc, qui nous coûte quand même beaucoup moins cher que les 15 km, il faut le dire. Le prix au kilomètre nous a quand même coûté beaucoup moins cher finalement. oui, parce qu'ici le véhicule il est parti en fait à la frontière française, donc ça fait presque 2 heures de route de chez nous. Ouais, à Étampouille en fait. Et alors, tout de suite en fait les choses sont passées différemment. Moi je suis allé voir le garage juste 2 ou 3 jours avant que le véhicule arrive chez eux, pour déjà les rencontrer parce qu'on avait communiqué par mail, par téléphone, mais pas de manière physique. Donc moi j'ai été les rencontrer, leur parler, leur expliquer ma problématique et tout de suite ils m'ont dit oui, c'est un Ford de 350 Econoline, on en connaît, on sait que ce sont des véhicules un petit peu plus compliqués sur certains aspects, on en a déjà fait. Et il m'a dit écoutez, trouver on trouvera, ça prendra peut-être du temps, mais on vous prend quoi qu'il arrive en priorité. Tout de suite, j'ai eu des contacts réguliers avec le garage où on disait écoutez, nous voilà, on est reparti à 0, on a d'abord testé tout le câblage électrique, on a testé tous les composants, on a testé ça. Enfin, ils ont vraiment fonctionné étape par étape en nous donnant à chaque fois un feedback de ce qui se passait, jusqu'au moment où ça faisait presque un mois qu'ils étaient chez eux. Ils nous disaient voilà, on a travaillé autant d'heures cette semaine, on a travaillé autant d'heures cette semaine dessus. Et puis nous on a décidé d'aller les voir en vrai parce que ça ne se résolvait pas, donc on s'est dit on va quand même aller discuter avec eux, voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on abandonne ce véhicule ou est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'entête? On a été les voir et à ce moment-là ils nous ont dit voilà, écoutez, nous on a tout vérifié, on comprend pas, on n'arrive pas à avoir un vrai diagnostic électronique. Par contre on a testé tous les composants mécaniques sont bons. Donc il nous dit il soupçonne que c'est le calculateur moteur qui soit défectueux et peut-être l'IDM.
Ils ne savent pas, donc il me dit voilà, on va pas prendre de risque de se dire c'est celle-là, cette pièce-là ou cette pièce-là. Ce qu'on vous propose, c'est d'envoyer les 2 pièces aux États-Unis, chez un spécialiste qui, eux, vont les reprogrammer, les refaire, les remettre à zéro. Et à ce moment-là, on devrait avoir un diagnostic, si ça ne démarre pas, et normalement ça doit démarrer. C'est une grosse décision parce que c'est nouveau un budget, c'est nouveau une inconnue, et alors surtout, il y a ce fameux délai de 1 mois. Et à ce moment-là, on est le 15 décembre, et au retour du garage, on en discute tous les deux, on se dit bon, on va pas rester encore 1 mois à attendre. Comme ça fait 3 mois qu'on passe, enfin, même 3 mois et demi qu'on attend. Ouais, qu'on attend. Qu'on attend un miracle quelque part ou le travail de quelqu'un d'autre. On s'est dit ben voilà, on va commencer notre vie nomade en voiture au Portugal. Voilà. Voilà, comme ça vous savez tout, vous savez pourquoi on est ici, pourquoi on est au Portugal. Vous savez aussi pourquoi on ne peut pas encore vous donner une date, alors qu'on vous parle de tour du monde et puis 2 vidéos, 3 vidéos maintenant. On aimerait bien, notre objectif c'était déjà d'être parti, maintenant vous savez pourquoi on n'est pas parti. Ce qu'il faut aussi encore vous dire, c'est que notre véhicule, si demain on nous appelle, qu'ils ont reçu les pièces, que le véhicule démarre, on a encore pour 1 mois de travail avant de le préparer, tout en espérant qu'on puisse avoir les papiers officiels pour avoir les plaques et tout ça aussi dans les mêmes délais. Il y a encore beaucoup d'inconnus, mais voilà, on garde espoir et on n'a pas envie de lâcher. Et notre séjour ici ne fait que amplifier, je pense, ce sentiment, c'est que on a de nouveau un sentiment de liberté qu'on n'avait plus depuis un petit temps et qu'on revit aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de rechercher et qu'on a envie de faire vivre à nos enfants. Et donc, on lâchera pas. Partir, on partira. Et nomade, on sera à coup sûr. Voilà, donc la question qu'on se pose maintenant, c'est vers quel véhicule on va. On attend des nouvelles, on espère partir avec notre vieux camping-car Ford américain, et puis si les nouvelles ne sont pas bonnes, on prendra une décision radicale. On a d'autres pistes, on les évoque pas encore parce qu'on préfère les garder pour nous pour le moment, mais voilà, vous savez tout maintenant sur Jeff, notre petit camping-car. Sur ce, on vous dit bonne soirée Bonne soirée! et à bientôt.